Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 27 avril. Le Premier ministre Édouard Philippe va présenter ce mardi à l'Assemblée nationale la stratégie de déconfinement. En ce qui concerne l'école, les premières pistes évoquent un retour le 11 mai dans les classes sur la base du volontariat des parents. Mais les projections du gouvernement se heurtent à deux avis du Conseil scientifique qui propose de reporter la rentrée au mois de septembre. Et sur le terrain, les élus bretons font aussi part de leurs doutes sur un retour en classe dans 15 jours. Christophe Boucher et Mathilde Kemener. Grande section, CP, CE1 seront les premiers à reprendre le chemin de l'école le 11 mai et par groupe de 15 au maximum. C'est à peu près les seuls éléments concrets qu'ont aujourd'hui parents d'élèves et enseignants. Un casse-tête aussi pour les maires des communes qui ne savent pas à quel sein se vouer et attendent beaucoup du Premier ministre. Il y a des doutes après, combien l'effectif dans une classe, est-ce qu'on a possibilité de dédoubler ? Il y a les questions liées au transport scolaire, la cantine, tout ça ce sont des points qui n'ont pas de réponse concrète et je pense que même au niveau du gouvernement c'est compliqué même d'adapter, enfin chaque élu devra voir en fonction des lieux ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. À cela, rajouter une présence des élèves basée sur le volontariat, une souplesse selon Jean-Michel Blanquer, qui n'est pas là pour faciliter la tâche des élus bretons. Moi, j'ai commencé à contacter des familles pour savoir qu'est-ce qu'elles allaient faire. Pour l'instant, le retour que nous avons à midi, c'est, donc depuis la semaine dernière, c'est en gros 3 élèves sur 4 concernés ne viendraient pas. Donc on est très interrogatif pour l'instant. On se pose plein de questions, on a peu de réponses. On manque d'un vrai cadre national clair. Avec un mois de mai amputé de jours fériés, les délais sont courts pour régler les questions sanitaires, d'effectifs mais aussi de coûts. L'ardoise risque d'être élevée pour les communes. Pour toutes ces raisons, il est urgent d'attendre pour la présidente des maires ruraux du Finistère. Je dirais qu'il aurait été plus sage d'attendre le mois de septembre. Les élus locaux bretons seront-ils entendus ? Élément de réponse mardi après-midi. Et pour Yves Blunven, maire de Grandchamp et président de l'association des maires du Morbihan, les situations seront bien différentes dans les communes si elles sont urbaines ou rurales. Chaque municipalité va devoir composer, mais toutes ne vont peut-être pas pouvoir se plier aux conditions de cette réouverture progressive. L'élu espère que l'État laissera les mains libres aux municipalités sur ce sujet. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué à Laurent Vibou. Les situations sont très différentes, c'est aussi pour ça qu'il faut laisser à chacune des mairies l'organisation opérationnelle de ce début de déconfinement. Mais est-ce que justement les maires ont les mains libres pour procéder à ces ajustements, à ce cas par cas ? Il y aura la position du Premier ministre qui sera annoncée devant la Chambre des députés mercredi. Il y aura un vote derrière, on sera obligé d'essayer de l'appliquer. Après, il peut y avoir des positions aussi argumentées de certains maires refusant l'ouverture des classes. Vous-même, à Grandchamp. On va essayer de trouver les solutions, mais si à un moment je vois qu'on n'est pas en capacité à appliquer des décisions parce qu'elles ne sont pas du tout bien pensées par rapport à la réalité pratique, eh bien je prendrai mes responsabilités. La plateforme Allô la mer a été lancée la semaine dernière. Elle permet aux consommateurs de se fournir en produits de la mer frais au plus près de chez eux. Avec la crise sanitaire, les professionnels de la pêche sont en difficulté. Cette filière qui emploie 21 000 personnes en Bretagne cherche de nouvelles formules pour écouler les prises. C'est le cas de l'entreprise La Godaille Bretonne, comme nous l'expliquent Karine Chevrolier et Mathilde Kemener. La Godaille, bonjour. On est complet en livraison jusqu'à la semaine d'après. Des produits de la mer achetés le matin même à la criée, puis proposés aux particuliers en drive ou en livraison, une nouvelle activité pour cette entreprise du port de pêche de Lorient. Pendant les fêtes de Noël, on vend aux particuliers, on ouvre notre atelier. Donc de là, on s'est dit, allez, pourquoi pas aussi continuer à faire fonctionner le port. Depuis le début du confinement, on est resté présent. On a relancé nos clients et puis ils ont trouvé le concept plutôt sympa. Ça permet de faire travailler les pêcheurs et nous aussi, de ne pas se mettre totalement à l'arrêt. Car avant le confinement, la Godaille Bretonne exportait en Europe principalement des œufs de poisson, fournissait également des restaurateurs et traiteurs locaux. Pour subsister, il fallait se réinventer et les consommateurs ont suivi. Je suis venu chercher des langoustines et puis c'est une amie qui a partagé sur les réseaux sociaux qu'il fallait les encourager parce qu'ils bossaient. Bonjour monsieur, votre panier. Ah bah super. On le fait assez régulièrement, 1 à 2 fois par semaine à peu près. C'est toujours bien d'aider les entreprises du coin. Entre 50 et 70 livraisons sont réalisées par jour. Plus de 2 tonnes de poissons et 1 tonne de crustacés ont été écoulées depuis le 17 mars.
Rapprocher les pêcheurs et consommateurs en cette période de confinement, c'est l'enjeu du nouveau site internet Allô la mer, une carte interactive pour repérer les points de vente proches de chez soi. Ça permet vraiment d'avoir une traçabilité du produit. C'est-à-dire qu'on sait qui l'a pêché, on sait par quel cri c'est passé, on sait par quel mareyeur potentiellement le poisson a été travaillé. C'est du produit qui a été, je dirais, made in France et made in Bretagne. Donc c'est important dans cette situation où on voit aujourd'hui des entreprises en difficulté, des filières en difficulté, aussi de soutenir par ces achats des entreprises locales et régionales. Plus de 90 professionnels bretons des produits de la mer sont déjà référencés sur la plateforme, une initiative qui doit perdurer après le confinement. Et nous continuons à détailler l'actualité régionale avec votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Arthur Malter. 6600 TPE finistériennes ont bénéficié du fonds de solidarité, selon les derniers chiffres de la Direction des finances publiques. Le montant total de l'aide est de 8,7 millions d'euros, soit un montant moyen de 1 336 euros par entreprise. Les secteurs les plus aidés sont, comme au niveau national, l'hébergement, restauration, les activités de services et le commerce. Encombrement à la collecte des encombrants. Après 4 semaines de fermeture, les déchetteries ont rouvert ce vendredi à Brest. Dès 8h30, une demi-heure avant l'ouverture, la file d'attente était déjà très longue. Attention toutefois, tout le monde n'y a pas accès. Seuls les véhicules dont le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation est identique au dernier chiffre de la date du jour sont admis. Une règle très bien respectée ce jour-là. Il y a des habitudes qui ont la vie dure. Joseph Pingam, un habitant de l'Esnevin, s'est rendu comme tous les lundis à 8h au marché de la ville, sauf que ce lundi était un peu particulier puisque Joseph fête son 100e anniversaire. Il a été accueilli par les commerçants et la municipalité qui ont célébré cet événement, et puis est reparti, comme tous les lundis, finir son marché. C'est un festin qui aurait pu rester secret. Ce vendredi, au large de l'archipel des Glénans, les rares marins en mer ont pu observer un banc de dauphins en pleine partie de chasse. À la poursuite de sardines ou de maquereaux, ils ont transformé la mer en eau bouillonnante, offrant un beau spectacle pour les hommes et un festin pour les mouettes et fous de bassin passant par là. Et on finit par ces belles images de Rennes vues du ciel. Vidée de ses habitants, la capitale bretonne paraît bien triste malgré ce magnifique début de printemps. Vivement le déconfinement. Si vous utilisez moins votre voiture pendant cette période, il y a une échéance qu'il ne faut tout de même pas rater, c'est celle du contrôle technique. Les centres sont ouverts, mais les automobilistes restent encore peu nombreux à s'y rendre. La législation a été modifiée pour l'occasion, comme nous l'explique Laurent Villebout. Le 25 mars dernier, au regard de la situation sanitaire, une ordonnance a modifié les délais pour la réalisation de votre contrôle technique si celui-ci arrive à échéance. Vous disposerez de 2 mois pour vous mettre en règle une fois l'état d'urgence levé. Toutefois, le document étant nécessaire pour la vente d'un véhicule, les professionnels toujours en activité peuvent encore décrocher le sésame. Donc moi j'ai le droit de me déplacer en tant que professionnel. Maintenant c'est vrai que c'est plus compliqué pour les acheteurs, ils ont un peu peur de se déplacer pour acheter un véhicule. Donc c'est un peu plus calme, mais heureusement on a des professionnels quand même on peut toujours passer des contrôles techniques, on peut quand même commander des pièces, acheter des pièces, donc on peut continuer à bosser quand même. Mais après oui c'est vrai que c'est relativement calme. Les centres de contrôle se sont organisés, application des gestes barrières, aménagement des heures d'ouverture. Il faut pallier le manque d'activité, les craintes face au virus, tout en répondant à la demande. Au début, on avait fermé une quinzaine de jours et puis bon, les professionnels ont commencé à appeler. Donc on s'est tout de suite dit, on y va quoi. Puis voilà, qu'on essaie de respecter au maximum l'hygiène, de se laver les mains, nettoyer après tous les boutons, tout ce qui est possible quoi. Là j'ai un autre rendez-vous dans à peu près une demi-heure, donc ça permet d'être plus fluide et puis d'avoir moins de personnes à l'accueil en fait. Tant qu'on n'a pas de masque, de gel, donc on ne peut pas accueillir vraiment du public quoi. On essaye de vraiment limiter ça. Ouais. Pour les particuliers, la situation invite donc à la sagesse et à la compréhension des forces de l'ordre en application de cette ordonnance du 25 mars. Bonne journée à toi. Ciao.
Et il n'y a pas que les voitures qui doivent être contrôlées, vos ordinateurs aussi doivent être inspectés, d'autant qu'avec l'école et le travail à la maison, ils sont très sollicités. L'entreprise bretonne spécialisée dans l'informatique Asten a constaté une augmentation des actes de cybermalveillance et cybercriminalité depuis le début du confinement. Les envois de spam ont par exemple augmenté de 30%. Des gestes barrières numériques peuvent donc être appliqués, comme nous l'explique le responsable cybersécurité de l'entreprise au micro de Christophe Boucher. On sait que par définition, sur tout ce qui est acte de cybermalveillance et cyberattaque, les attaquants sont de nature des êtres feignants d'une part, et de deux, ils profitent finalement de cette cohue, si je puis dire, ou de ce contexte de confusion pour abuser et profiter de la désorganisation à une finalité malveillante, effectivement. Finalement, tout le monde s'est fait prendre un peu de cours, je dirais, sur le fait de devoir, dans ce contexte, se mettre à travailler à distance et avoir recours à des outils sur lesquels il n'y avait pas forcément d'habitude. Alors, on pourrait citer tout ce qui est système de visioconférence, d'accès à distance à son système d'information, d'utilisation de plateformes de partage et d'échange. Et la conjoncture a fait qu'on a dû réagir très vite par rapport aux délais qu'on nous avait imposés sur ce confinement. Et du coup, on a dû accompagner nos clients, sachant que le premier client, c'est finalement nous-mêmes, mais également, d'une part, montrer l'exemple et de deux, aider ceux qui en avaient besoin, et notamment sur le sujet sécurité. Attention aux pièces jointes dans les mails reçus, s'assurer de l'origine du mail en question. Alors, on prend le temps de revérifier la personne qui en est l'émettrice, mais également les liens dans les mails, on vérifie l'authenticité de la ressource à laquelle on accède. On ne saisit pas sur un environnement qu'on ne connaît pas et dont on n'est pas sûr de l'origine ses identifiants personnels. Et voilà, ça me paraît déjà une bonne base de travail. Et c'est avec ces bons conseils que l'on referme cette édition. Après ce journal, vous retrouvez votre magazine L'Invité. Aujourd'hui, Hubert Coudurier reçoit Ulrich Wickert, un grand journaliste allemand qui nous explique pourquoi nos voisins d'outre-Rhin sont meilleurs que nous dans la gestion de la crise sanitaire. Une émission à voir à 19h15 et à 23h15 et en replay bien sûr sur les sites de TBO et TB Sud. Nous on se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Passez une très belle soirée sur nos antennes. À demain.